Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 7e émission d'À travers champs, Fréquence ESJ. Et ravi de vous retrouver une nouvelle fois en direct du studio du Siècle Vert. L'invité politique sera Gérard Filoche, il nous répondra d'ici quelques minutes. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à réagir sur les différents réseaux sociaux, la page Facebook, on est en direct, on le rappelle, ainsi que sur Twitter avec les hashtags Fréquence ESJ et À travers champs. La 7e émission d'À travers champs commence maintenant. À travers champs, toujours en direct du studio du Siècle Vert, et nous a rejoint sur le plateau Gérard Filoche. Déjà, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avec plaisir. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais ici, on a une manière assez particulière d'accueillir nos invités politiques. On les accueille avec un rap. Et pour cela, Camille Garcet va nous rejoindre sur le plateau. Vous allez le voir, il va retracer votre carrière d'une manière assez particulière. Alors, pour vous expliquer un peu le concept, en fait, j'écris régulièrement un rap sur l'invité qui vient. Et voilà, je retrace un petit peu votre vie, ce qui a marqué votre carrière. Et donc voilà, c'est ce que je m'apprête à faire avec vous. Donc j'espère que vous prêterez l'oreille et voilà. Fort de caractère, Gérard Filoche est avec nous. Ancien du PS, nous allons parler de vous. Vous aimiez faire des peintures, un grand fanat de la toile. Moi j'étais plus dans le délire de la guerre des étoiles. Mais vous grandissez, en politique vous performez. Et comme dans chaque parcours, un moment faut se ramasser. Votre toit a glissé et par erreur vous avez tweeté. L'histoire on la connaît, non pas besoin de la raconter. C'était sous l'énervement, faudrait le vérifier. C'est comme votre compte Twitter, ça sera jamais certifié. PS vous a pas quitté, c'est vous qui quittez le PS. Maintenant personne vous reconnaît, vous êtes champion de qui est-ce. Le procès est dans un mois, façon qu'importe la sanction. On peut gouverner depuis la prison, la preuve avec Fillon. En même temps je crois pas à la thèse antisémite. Vous êtes quand même à l'origine de SOS racisme. Mais malgré ce scandale, vous vouliez rebondir. La politique tyran, tu peux plus en sortir. Des accords complets avec la politique d'Hollande. Son orientation à gauche, pour vous c'est de la propagande. Des valeurs authentiques, c'est ça que vous défendez. Donc un nouveau parti vous choisissez de créer depuis de vous. On n'a plus aucune nouvelle. Si vous êtes tapis dans l'ombre, c'est pour revenir de plus belle. Bravo Camille Garcet. Merci. Une petite réaction, c'était la première fois j'imagine qu'on faisait un rap pour vous présenter. C'est la troisième fois. Ah, la troisième fois, autant pour moi. Cali avait déjà fait ça. Je ne suis pas original alors, malheureusement. Et une petite émission qui s'appelle La Relève et la Peste qui passe sur les médias l'a fait avec un succès de 7 millions de vues. Bon. Mais bravo. Un vrai talent. Merci beaucoup Camille. Merci Sacha, merci. Et on accueille tout de suite Garance. Bonjour Garance. Bonjour Sacha, bonjour Gérard Filoche. Bonjour. Alors, tout de suite, nous allons aborder votre ancien parti, Monsieur Filoche, le Parti Socialiste, mais également votre avenir en politique. Vous vous êtes fait exclure du PS en novembre dernier pour un tweet jugé antisémite envers. Je vous arrête, je ne me suis jamais fait exclure. Que s'est-il passé exactement? J'ai quitté le Parti Socialiste à la mi-janvier pour créer la gauche démocratique et sociale, parce qu'il était devenu impossible de s'exprimer dans le congrès qui vient du Parti Socialiste. C'était votre volonté de partir du coup? Ils ont changé les règles du jeu et interdit que je puisse déposer une motion de gauche comme je le souhaitais. Et donc, n'ayant plus la possibilité de m'exprimer, il était logique que j'en tire la conclusion. Pourquoi justement on ne vous laissait pas la parole libre au Parti Socialiste? Écoutez, s'il y avait quelqu'un de gauche qui défende les salariés, qui se présente à la tête du Parti Socialiste, je vous jure qu'il ferait un tabac. Et que le Parti Socialiste redeviendrait un grand parti. C'est un petit parti, c'est devenu un petit parti, ça a perdu de sa superbe. Aujourd'hui, il y a moins de 10 000 adhérents, et un millier de maires de plus de 10 000 habitants, alors qu'il y a 5 ans, nous avions tout. On avait 2 villes sur 3, on avait l'Assemblée nationale, le Sénat pour la première fois depuis 211 ans, on avait 20 régions sur 22 et 61 départements sur 100, plus la présidence. La politique de François... C'est la fin du PS à votre avis? C'est d'abord la faute de François Hollande, c'est lui qui était élu, qui avait tout en main, et c'est lui qui a imposé sa ligne au Parti Socialiste. Regardez bien les choses comme elles sont. Quand vous êtes à l'Élysée, c'est vous qui dirigez, c'est pas celui qui est à Solferino. Et c'est François Hollande qui a conduit le PS là où il en est aujourd'hui, c'est-à-dire son pronostic vital est engagé, il a été obligé de vendre ses locaux, et son congrès, ça fait dans des conditions assez catastrophiques. Alors, est-ce que c'est vous, votre personnalité qui dérangeait au sein du PS, ou c'était vos idées finalement? Moi, j'ai aucun sentiment de personnalité.
mais je défendais une augmentation du SMIC à 1800 €. Ça plaisait je pas. défendais une semaine de 32 heures. Je défendais le retour à la retraite à 60 ans et je voulais pas plus de 5% de précaires dans les entreprises. J'ajoutais à ça qu'il fallait 30% d'énergie renouvelable en 2025. Vous pensez que c'est un programme pas très révolutionnaire finalement, vous savez. C'était le programme qu'avait le Parti Socialiste dans les années 70, dans les années 80 et dans les années 90, même avec les 35 heures de Lionel Jospin. Sauf qu'avec Hollande, tout ça, il n'en voulait pas, il a rejeté tout ça, il a fait une politique droitière, il a donné de l'argent au patronat au lieu de le donner aux salariats. Donc évidemment, j'étais plus à l'aise. Alors, est-ce qu'il y a des personnes en particulier qui voulaient vous voir partir au PS? J'en sais rien. Parce que vous avez eu quand même beaucoup de critiques, vous concernant, de la part des pontes du PS. Ah, vous voulez dire de la part de l'aile droite? Ah oui, ça, je comprends très bien. L'aile droite strauss-kahnienne, comme on dit, c'est ça. Elle est libérale. Alors évidemment, le langage que je défendais étant pour les salariés, elle n'aimait pas cela. Elle pensait que c'était plus la place du Parti socialiste que de le faire. Et il voulait une cassure du Parti socialiste pour éviter qu'il reste le grand parti pluraliste, démocratique et majoritaire à gauche. Ah ben, ils ont réussi. Hein. Depuis donc votre départ du Parti socialiste, vous avez créé un réseau de militants, la gauche démocratique et sociale. Combien vous êtes à ce jour à avoir rejoint ce mouvement? Écoutez, moi, c'est pas des clics. Hein. C'est des abonnés à la revue Démocratie et Socialiste. Combien il y a d'abonnés? Il y en a 4000. 4000. C'est ce que, évidemment, c'est modeste, je sais. Hein. Mais votre objectif est atteint aujourd'hui? 4000 bien sûr que non. La revue Démocratie et Socialiste existe depuis 25 ans, en permanence, même au sein du Parti Socialiste, évidemment. Je défendais les idées dont je viens brièvement de vous faire un résumé. Et cette revue a porté ses idées avec fidélité pendant 25 ans. Et c'est elle aujourd'hui qui est la base de la construction de la gauche démocratique et sociale. Alors maintenant, si vous me dites ça suffit, non, pas du tout. Moi, je développe avec tous mes amis dans plus de 70 départements aujourd'hui ce nouveau réseau. Mais je regarde Benoît Hamon. Vous surfez un peu sur la nouveauté comme Florian Philippot avec son Parti des Patriotes? La nouveauté attire? Vous surfez là-dessus? Moi, je vais vous dire quelque chose. Sans tradition, il n'y a pas de progrès. Sans théorie, il n'y a pas d'avancée. La vieille politique, il faut la regarder, parce que c'est souvent dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Et il faut garder... Dans les vieux pots, il y a le Parti Socialiste. On ne fait plus les meilleures soupes, selon vous? Aujourd'hui, non. Mais pas partout en Europe. Par exemple, Jérémy Corbyn, en Grande-Bretagne, il a fait redevenir le parti qui avait fait échec avec Tony Blair, comme Hollande. Il l'a fait passer de 60 000 membres à 600 000 membres. Donc il faudrait changer peut-être les personnes à la tête du Parti Socialiste. Changer la ligne, madame. Pourquoi vous parlez des personnes? Puisque c'est les personnes qui font la ligne. Non. Je vous parle des idées d'abord. Après, les personnes, elles viennent facilement. Si vous voulez des salariés à la tête du Parti Socialiste, défendez l'augmentation des salaires et la baisse des dividendes. Si vous voulez effectivement gagner sur les 90% d'actifs qui sont salariés, contrôlez les licenciements au lieu de les faciliter. Reconstruisez un code du travail au lieu de le détruire. Et à ce moment-là, vous aurez des gens, des personnes qui viendront en masse alors pour dire je défends cette ligne. Pourquoi être resté si longtemps au Parti Socialiste alors que finalement la ligne n'était pas la vôtre, que vous n'aviez peut-être pas tant d'attache que ça à ce parti? Parce que ce parti jusque-là était pluraliste et unitaire. C'est-à-dire qu'il acceptait des gens comme moi, qu'on s'exprime, qu'on puisse défendre nos idées. Nous avions l'idée pour pouvoir les faire gagner. Mais là, ils ont fermé les portes, ils ont changé les statuts pour que ça ne puisse plus arriver. Donc c'est pour ça que j'ai, à ce moment-là, fait ce choix. Mais vous savez, pendant 25 ans, il était possible de faire beaucoup de choses, notamment quand Lionel Jospin faisait les 35 heures sans perte de salaire, notamment quand il imposait les grandes sociétés à hauteur de 33 ou 38%. Si on avait gardé le taux d'imposition Lionel Jospin au moment où la cagnotte publique était énorme, nous n'aurions pas la dette qu'il y a aujourd'hui. Par conséquent, il y a eu beaucoup d'évolutions et de contre-évolutions au sein même du Parti socialiste. Et je me suis battu pour que ça se termine bien. Ça, de ce point de vue, je n'ai pas réussi. Mais je ne doute pas que la gauche va réussir. Et je milite donc pour qu'il y ait l'unité de la gauche maintenant. C'est-à-dire que Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Pierre Laurent et Yannick Jadot puissent se retrouver ensemble. Il faut un grand parti pluraliste, démocratique de la gauche qui remplace le PS. Merci Gérard Filoche, merci Sacha. Alors, on a fait le tour de l'actualité politique. Maintenant, on va parler de l'actualité en général avec Lucas Pierre. Bonjour Lucas. Bonjour Sacha, bonjour Gérard Filoche. Donc 3 jours après les annonces de réforme de la SNCF par Édouard Philippe, un sondage Odoxa Densu Consulting pour France Info et Le Figaro révèle hier que 72% des Français sont pour la suppression du statut de cheminot. Qu'est-ce que vous en pensez? Non mais vous avez regardé la question du sondage?
Elle dit les cheminots sont riches, les cheminots ont un statut, les cheminots ont une retraite. Qu'est-ce que vous... faut pour. Alors les gens disent non. Qu'est-ce que vous répondez à ces Français? La question du sondage est un mensonge. C'est un sondage truqué. Il faut arrêter de dire ça. Si vous dites est-ce que vous voulez une SNCF qui est un grand service public, qui fonctionne mieux, qui vous mette des trains à l'heure, qui vous fasse des tarifs moins chers et que l'État les subventionne parce qu'on a besoin dans notre pays d'un grand réseau de transport en commun, les gens vont vous répondre oui à 70%. Donc vous êtes Donc selon la question que vous posez, vous aurez la réponse que vous voulez. Et celui-ci de sondage est particulièrement malhonnête. Et moi je défends la SNCF, la belle SNCF, qui est un des meilleurs réseaux de transport du monde, malgré même tous ses défauts d'aujourd'hui. Vous êtes contre donc la suppression du statut de cheminot, on l'a bien compris. Mais je suis contre la suppression de la SNCF comme service public. Le statut de cheminot n'est qu'une question secondaire. Parce qu'en vérité, quand on vous dit les cheminots, ils ont des avantages, ils n'en ont pas tant que ça. Parce que du point de vue même du salaire, ils sont exactement comme les autres. Il y a les privilèges, il n'y en a pas, sauf pour M. Pépi, qui doit gagner 400 000 euros, ou pour Mme Parly, qui s'est fait verser 600 000 euros quand elle était à la SNCF. À ceux-là ont des privilèges. Mais croyez pas que c'est le cas des cheminots. Vous savez, monsieur, j'ai conduit des trains dans ma jeunesse. 2 fois 4 mois. Il fallait que je gagne ma vie. Et donc, c'était des diesels. Et on me donnait des plannings qui sur 3 semaines. Et il fallait 2 heures par-ci le matin, 3 heures la nuit, le matin, le journée, etc. sur 3 semaines. J'avais 20 ans et j'étais en forme. Et pourtant, j'étais fatigué. Et les gens ne savent pas ce que c'est un planning de cheminot. Et s'ils savaient ce que c'est un planning de cheminot, ils n'en voudraient pas pour eux. Et ils voudraient qu'avoir davantage de salaire et davantage encore davantage. Justement, Édouard Philippe souhaiterait que les cheminots aient les mêmes, soient soumis aux mêmes conditions de travail que tous les Français, c'est-à-dire le Code du travail. Moi, je voudrais que M. Philippe soit soumis aux mêmes conditions de travail que tous les Français. Parce qu'il changerait d'avis s'il était obligé de passer la serpillière dans une cantine de sa circonscription. Il s'intéresserait tout de suite au Code du travail pour pas que ses chaussures glissent. Et il s'intéresserait au balai pour pas avoir mal au dos. Et il s'intéresserait aux horaires des cheminots pour pouvoir avoir une vie de famille, pour pouvoir rentrer chez eux et pas être tout le temps en balade pendant 3 semaines avec des cycles qui sont interminables. Et donc la façon dont M. Philippe présente le travail des cheminots, c'est comme toute l'arrogance du gouvernement Macron. Ils ne savent pas ce que c'est que le travail. Ils font des lois anti-travail, exigent davantage du travail parce qu'eux ne sont qu'au service de la finance. Rapidement, on va changer d'actualité très rapidement. La loi contre le harcèlement de rue, un projet de loi a été présenté il y a quelques jours, pardon. Est-ce que selon vous, cette loi va être applicable? Moi, je milite pour tout ce qui va en ce moment pour le soulèvement, pour le droit et le respect des droits des femmes. Et donc, si ça va dans ce sens, c'est bien. Mais c'est plus de l'éveil, c'est plus de l'attention, de la pédagogie. Est-ce que c'est plus une question d'éducation, peut-être? Oui, pour toutes ces questions. Il y a une question qui n'est pas d'éducation pour les droits des femmes. C'est l'égalité salariale. Et vous savez, elle commande toutes les autres. Parce que c'est très intime dans un couple, celui qui gagne le plus ou pas le plus. Ça se dit jamais, mais les femmes ont 27% de salaire en moins. Et ça, on nous dit, oui, on va faire... Attendez, il faut des lois, il faut des contrôles de l'inspection du travail, il faut des sanctions des juges, et on aura l'égalité salariale professionnelle, si on le veut, en 1 année. Mais dans cette loi, est-ce qu'il n'y a pas trop de place à la subjectivité, en fait? C'est pour ça que je vous demande si elle va être applicable ou pas. Je suis en train de vous faire la différence entre la subjectivité, qui sont toutes ces questions sur lesquelles il faut de l'éducation et de la rébellion, et celles sur lesquelles il faut des lois, c'est-à-dire celles qui concernent le salaire et l'égalité salariale femmes-hommes, ça s'impose. Merci. Merci beaucoup, Lucas. Bon, ça s'enchaîne très rapidement, tous ces intervieweurs. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Alors, dernière partie de l'interview, on va parler bien évidemment du Salon de l'Agriculture avec vous, Yanis. Exactement, Sacha. Bonjour. Bonjour, Gérard Filoche. Alors, vous le savez, c'était l'une des grandes mesures d'Emmanuel Macron pendant sa campagne, investir 5 milliards d'euros dans le secteur agricole pour le transformer, surtout le moderniser. Est-ce que 5 milliards d'euros, c'est suffisant pour transformer un secteur autant en difficulté que celui du monde agricole? Pour préserver notre souveraineté alimentaire, pour faire que nos agriculteurs ne soient plus dans la situation misérable dans la majorité d'entre eux ils sont, ça ne suffit pas. Mais après, de toute façon, il y a une chose qui est essentielle, monsieur, c'est savoir où va l'argent. Parce que s'il va aux gros céréaliers, s'il va aux gros propriétaires terriens, c'est pas la même chose que s'il va aux petits agriculteurs. Le gouvernement, pour l'instant, annonce quelques petites mesures pour justement les petites exploitations. C'est leur but, justement, de les rendre pérennes. Je ne crois rien de ce gouvernement. Vous n'y croyez pas? Quand il dit qu'il donne aux petits, c'est un gouvernement pour les gros.
Il n'y a pas d'exception. Que pour les gros, vous êtes sûr? Mais montrez-moi des exceptions. Même les retraités, il les fait payer leur CSG. Même les infirmières, il ne veut pas recruter. Même dans les écoles, il n'y a pas assez de profs. Par Donc contre, en termes d'agriculture, par contre, il a donné 5 milliards, le chiffre que vous venez de dire, pour l'impôt. Les impôts du haut, il leur a fait cadeau de ça tout de suite, comme une piche. mais vous êtes sûr qu'en termes d'agriculture, 5 milliards d'euros, c'est pas au moins un petit coup de pouce déjà pour aider à moderniser le secteur? Si vous voulez faire que les petits agriculteurs puissent aujourd'hui vivre dans des conditions correctes, satisfaisantes et avoir une retraite, comme il dit M. Macron, si vous voulez ça, alors ça passera vite les 5 milliards. Il vaut mieux les donner aux petits agriculteurs que de les donner aux riches qui sont 1% de la population et qui vont aller placer cet argent-là à Panama. Et M. Macron, c'est l'allié des gens qui placent l'argent à Panama. C'est l'allié des gens qui spéculent. Pas de ceux qui embauchent, pas de ceux qui travaillent. Toute sa politique depuis maintenant combien? 9 mois, monsieur. Toute sa politique va aux riches, uniquement aux riches. Alors vous nous parliez d'embauche. Justement, vous le savez, l'industrie agricole a beaucoup de mal à embaucher. 12 000 postes vacants l'année dernière. Comment on rend l'attractivité du monde agricole? Avec le salaire, monsieur. Si vous donnez un salaire aux gens, ils travaillent. Si vous leur proposez une misère, d'être auto-entrepreneurs, d'être stagiaires, d'être en contrat précaire, évidemment, c'est difficile à Stagiaire, trouver. ça peut être un début pour former au moins les jeunes et après les envoyer vers une activité en tout cas plus... Monsieur, vous connaissez la question des stagiaires en France? En 2008, il y avait 600 000 stagiaires. Aujourd'hui, là, en 2018, il y a 1 600 000 stagiaires. C'est-à-dire que les entreprises... Il y a plus de monde aussi dans le supérieur. Attendez, mais non, les employeurs les prennent parce qu'ils ne les payent pas. C'est parce que la loi Chenès-Kirouni permet qu'on fasse s'agir pratiquement à temps plein avec un demi-SMIC, monsieur. Alors pourquoi les Français qu'est-ce qui se passe avec les Français? Ils ont un rapport difficile avec l'agriculture? Mais les Français, ils ont un bon rapport avec tout. C'est le patronat en France qui a un mauvais rapport avec les Français. C'est-à-dire qu'ils préfèrent spéculer que d'embaucher. Ils préfèrent augmenter ses marges que de défendre les entreprises. Et là, le vrai problème aujourd'hui qu'on a, ce n'est pas du tout avec les sujets auxquels s'attaque Macron. C'est avec le haut de la société qui ne travaille pas. Ils ne sont pas patriotes, nos patrons. Hein, eux, ils sont intéressés que par les marges. Et ne me parlez pas des Français en général. Parce que moi, les Français, je les aime. 68% des Français, par exemple, pensent aujourd'hui que les agriculteurs sont dignes de confiance. Ils étaient 80% en 2013. Oui. Pourquoi une telle baisse? C'est un chiffre important et regardez un peu comment sont faits les sondages. Hein. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. C'est pas à cause des nombreux scandales qu'on a eus ces dernières années dans le monde agricole? 90% des actifs en France sont salariés. Il n'y a que 10% qui ne le sont pas. Parmi eux, les agriculteurs. Parmi eux, des indépendants. Et les indépendants, c'est encore beaucoup de petits indépendants et de petits agriculteurs. Il faudrait leur donner les mêmes droits à la sécurité sociale et les mêmes droits à la retraite. Il ne faudrait pas aligner les salariés sur les indépendants. Il faudrait aligner les indépendants sur les salariés et avoir une société de statut. Malheureusement, on a un président aujourd'hui qui l'a dit une bonne fois pour toutes. Je suis contre une société de statut. Je suis contre les statuts. Donc, il est contre les statuts des cheminots. Et l'autre jour, il a dit, attendez, les agriculteurs ont une retraite et les cheminots ont un avantage. Comment on peut raisonner comme ça? Je ne veux pas enlever un avantage aux gens. Je ne veux pas enlever un avantage aux gens quand non. Je veux en donner à ceux qui n'en ont pas. Dernière petite question, c'est est-ce que vous croyez à la montée en gamme de l'agriculture française? Écoutez, monsieur, j'ai été inspecteur du travail pendant 2 ans et demi en agriculture, dans Champagne-Ardenne. Je connais un petit peu pour avoir visité à ce moment-là toutes les sociétés, petites, grandes, moyennes, viticulteurs, tous les abattoirs de poulets, tout ce qu'on veut, y compris les scieries agricoles. Et je me dis que dans ce monde, il y a eu quelque part un archaïsme qui a été maintenu. Et cet archaïsme a été maintenu parce que la plupart des subventions, des aides et de la PAC sont allées aux gros agriculteurs. Et il n'y a pas eu une volonté globale, commune, de répartir sur le territoire avec l'aide des petits agriculteurs ce qu'il pouvait y avoir comme fonction, comme production de richesse et comme redistribution de richesse. Merci beaucoup, Gérard. Merci beaucoup, monsieur Filoche, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi. D'avoir fait le tour du salon de l'agriculture, c'est un plaisir, de l'actualité encore une en général. Puis on vous souhaite bien sûr bonne continuation. Vous êtes en train d'écrire un livre, c'est ça? Oui, je viens de publier Macron ou la casse sociale. Et je suis en train d'écrire sur mai 68. Vous savez, c'est les 50 ans. Et ça ne se rate pas, le cinquantenaire de mai 68. Bonne continuation, merci beaucoup. Je vous en prie.